scientifiques grenoblois au sommet. Une équipe rejoindra d'ici la fin du mois la ville la plus haute du monde au Pérou, avec pour mission d'étudier les effets de l'hypoxie sur les habitants de la Rinconada. Parce que l'on peut dire autant en quelques coups de crayon qu'en quelques mots, l'enseignement aux médias passe aussi par la compréhension du dessin de presse, notamment en milieu scolaire. Et puis pour la première fois en France, une exposition importante est consacrée au goulag, une histoire assez méconnue à découvrir jusqu'à fin mai au musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 11 janvier 2018, toutes les heures à partir de 2019 déjà, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Pour débuter ce JT, je vous propose de prendre un peu d'altitude. D'ici quelques jours, une équipe de scientifiques grenoblois quittera la ville la plus plate de France pour s'envoler vers les hauteurs d'Amérique du Sud à 5300 mètres d'altitude. Direction le Pérou pour une douzaine de chercheurs de la chaire Altitude Montagne Santé de la Fondation Université Grenoble-Alpes. Leur mission expliquée par Julie Ségala. Si pour nous, respirer est un mécanisme simple et automatique, pour les 50 000 habitants de la Rinconada, c'est un exploit au quotidien. À 5300 mètres d'altitude, l'air contient moitié moins d'oxygène qu'en plaine. Et pourtant, ces hommes et ces femmes vivent et travaillent là-haut tout au long de l'année. Une adaptation physiologique hors norme que va tenter de comprendre pour la première fois une équipe de chercheurs et médecins grenoblois. Notre objectif, c'est de voir comment ces organismes, ces péruviens, se sont adaptés probablement au cours des générations à cet environnement extrême, mais aussi comprendre pourquoi à peu près un quart de la population souffre de problèmes de santé spécifiques et voir en quoi on peut les aider, on peut évaluer, comprendre leurs problèmes de santé et envisager des traitements peut-être pour les aider à tolérer cet environnement extrême. Essoufflement, maux de tête, problèmes cardiaques, polyglobulie excessive, des pathologies spécifiques à la haute altitude, souvent appelées mal chroniques des montagnes. Ce syndrome, 25% des habitants de la Rinconada en sont atteints. Durant 6 semaines, l'équipe de scientifiques va donc réaliser un phénotypage génétique, biologique et cardiovasculaire pour comprendre pourquoi certains organismes s'adaptent au manque d'oxygène et pas d'autres. On va recréer en fait un laboratoire sur place, d'abord au niveau de la mer à Lima, où on va caractériser un échantillon de la population péruvienne de plaine. On va ensuite déplacer ce laboratoire-là, donc c'est plusieurs centaines de kilos de matériel, reproduire ce laboratoire-là, le reconstituer dans la Rinconada, dans la ville de la Rinconada, où là nous allons répéter toute la batterie de tests. Alors ça va des tests génétiques, sanguins, vasculaires, à l'effort, pendant le sommeil, répéter tous ces tests-là que l'on aura fait d'abord en plaine, les répéter sur au total 80 péruviens qui présentent ou pas ce fameux mal chronique des montagnes. Le coût de cette expédition, 300 000 €. La Fondation est toujours à la recherche de mécènes pour boucler son budget, mais a déjà trouvé son parrain, l'alpiniste Lionel Daudet. Il y a un peu plus de 4 ans, le 7 janvier 2015, plusieurs membres de la rédaction de Charlie Hebdo étaient assassinés par des terroristes dans les locaux du journal à Paris. Le crime de l'Hebdo, avoir publié des dessins, parfois plus efficaces qu'un long discours. Depuis, de nombreux établissements scolaires mettent en place des formations aux médias pour les élèves et les enseignants auxquels participent des dessinateurs de presse. Mathias Araez. Après l'attentat de Charlie Hebdo, la France entière criait d'une seule voix à la liberté d'expression. Le souffle est redescendu depuis. Des enseignants organisent dans leurs établissements des ateliers de sensibilisation à la presse en partenariat avec l'association Cartooning for Peace créée par Jean Plantu. C'est aussi une façon d'avoir le regard des jeunes sur la presse, comment ils s'informent, de quoi ils s'informent, quelles sont leurs préoccupations. Et puis surtout leur regard critique et aiguiser leur sens critique. Et ça passe très souvent, le dessin est un objet assez intéressant puisqu'il permet de... il faut trouver une idée, il faut trouver des clichés. Qui dit cliché dit parfois tomber dans des raccourcis, donc pas toujours facile. Venus des 4 coins de la région, les enseignants interagissent avec des dessinateurs de presse qui tirent un constat assez négatif de la situation actuelle. On a une culture de la dérision, de l'humour aussi qui se perd. Et c'est dommage parce que c'est aussi une façon de communiquer entre les gens. Réussir à rire de quelque chose, réussir à être le sujet d'une blague sans que ça finisse à coup de poing, ça s'apprend aussi en fait, à la dérision, le sens de l'humour. Et
C'est pour ça que ça a sa place depuis 1850 dans les journaux, le dessin. En France, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de journaux n'illustrant qu'au dessin n'a fait que reculer. En 2019, il n'en reste que 3. Cartooning for Peace met également à disposition des établissements scolaires des expositions pour travailler avec les élèves à la médiation de la liberté d'expression. Par ici, la bonne action. Chef grenoblois et élève du lycée hôtelier s'affaire en cuisine pour préparer les bons potages qui seront vendus demain samedi par le Lions Club rue Félix Poula devant l'église Saint-Louis. 10 chefs bénévoles livreront ainsi leurs recettes de chef de 10h à 18h. 4 € le bol pour se réchauffer sur place ou à emporter. Le fruit, en l'occurrence plutôt les légumes des ventes, seront reversés au profit cette année de l'accompagnement de jeunes Isérois en difficulté scolaire. C'est la 5e année que les bénévoles du Lions mettent en place cette action, avec toujours beaucoup de succès. Beaucoup de succès également pour l'Expo Égypte en ce moment au musée de Grenoble. 100 000 visiteurs nous contemplent. Le musée a atteint jeudi la barre des 100 000 visiteurs pour son exposition Servir les dieux d'Égypte, débutée fin octobre. Pour donner plus de chance à tous ceux qui n'ont pas encore découvert les secrets des Karnak, de ces papyrus, statuettes ou sarcophages, le musée propose 3 nocturnes exceptionnelles les 25, 26 et 27 janvier jusqu'à 20h30 avant la fermeture définitive prévue ce même dernier dimanche du mois. La nouvelle exposition du musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère a, elle, débuté il y a quelques jours à Grenoble. Elle met en scène l'histoire du goulag et la présence russe à cette époque en Isère, comme celle d'un certain Lev Davidovitch Bronstein, plus connu sous le nom de Trotsky. Lina Badreddine. Une première en France, une exposition exclusivement consacrée au goulag. Peu abordé dans les programmes scolaires, le musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère revient sur cette partie de l'histoire grâce à de nombreuses archives. Il nous semblait important de pouvoir évoquer cette fois-ci l'histoire assez méconnue et longue surtout du système de répression soviétique. Et l'important pour nous était de pouvoir mettre en avant justement ce temps long de l'histoire, car souvent on a tendance à cloisonner finalement cette période du goulag à l'ère stalinienne, et l'objectif de cette exposition est de montrer qu'elle commence bien avant et qu'elle se termine à la chute du mur de Berlin au début des années 90. L'exposition retrace chronologiquement cette période historique, vidéos à l'appui mais aussi affiches de propagande. Dans cette partie plus territoriale du musée, on apprend que l'un des principaux leaders politiques de l'Union soviétique, Léon Trotsky, a vécu près d'1 an en Isère à Domène. Il profite de ce laps de temps pour écrire un journal, publié après sa mort, dans lequel il raconte comment il a vécu cette période sur le territoire. L'histoire qui relie l'Isère au goulag est celle d'une présence de Russes dans ce département et plus largement en France, qui a été le principal pays d'accueil à une époque où la Russie est en guerre civile, avec d'un côté les partisans de l'Union soviétique et de l'autre ceux qu'on appelle les Russes blancs, qui sont des partisans de l'ancien régime tsariste, ou en tout cas suspectés de l'être par le régime soviétique, et qui vont être obligés de quitter leur pays natal. On considère qu'environ 100 000 migrants russes sont arrivés en France durant la période de l'entre-deux-guerres. En son centre, l'exposition affiche des portraits photographiques exhumés des archives de l'Union soviétique, des visages d'hommes, de femmes et d'enfants exécutés sommairement durant la période de la Grande Terreur parce qu'ils étaient étrangers aux Juifs. Le goulag, une période encore jonchée de mystères, bien gardée par la Russie actuelle. Cette exposition est présentée jusqu'au 20 mai 2019. Plusieurs rendez-vous sont proposés, dont une conférence le 15 janvier en présence de Nicolas Vers, spécialiste français de l'histoire de l'Union soviétique et commissaire scientifique de l'exposition. Pas de podium pour Martin Fourcade cet après-midi dans le sprint d'Oberhof en Allemagne. Le biathlète villardien termine à la 7e place de cette première course de l'année en Coupe du Monde, à 47 secondes du vainqueur, le russe Loginov. Johannes Bö est 2e. À l'arrivée, le quintuple champion du monde isérois a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une course parfaite, mais correcte, ce qui lui permettra d'occuper une place intéressante au départ de la poursuite samedi.
Sur les autres terrains, quelques rencontres prévues ce week-end. Dans le championnat de Ligue 2 de football, Grenoble accueillera Le Havre samedi à 15h au Stade des Alpes. En rugby, le FCG de son côté se rendra en Angleterre pour disputer la 5e journée de Challenge Cup face aux Harlequins de Londres. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.